Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de la révolution tunisienne 5 ans après. Est-ce que c'est une révolution inachevée? Nous allons poser la question à nos invités. Les 55 ans de l'armée malienne avec le contexte sécuritaire et puis le Burkina Faso avec cette attaque attribuée à l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Des questions qui seront abordées par nos invités. Adam Cham du Républicain, Alexis Kalambri, directeur de publication des Échos, Jean-Marie Idrissa Sangaré, expert en énergie, ancien ministre, et Serge Daniel, ancien ministre de la communication, Serge Daniel, journaliste, écrivain. Révolution inachevée en Tunisie, c'est ce que pensent les jeunes. Ils estiment que 5 ans après le départ de Ben Ali, la situation du pays est exactement la même. Depuis le début de la semaine, plusieurs manifestations de protestation ont été organisées à travers le pays. Nous écoutons ici quelques manifestants. Nous voulons du travail, rien de plus. Regardez tous ces gens, ils sont sans emploi, qu'ils soient intellectuels ou paysans. Ils demandent tous du travail. C'est ça, Kasserine. Les gens du gouvernement parlent beaucoup, mais ne font rien. Ce que réclament ces manifestants est légitime ou pas? Qui est responsable de cette situation? Les gens sont affamés, pauvres et marginalisés. Que voulez-vous qu'ils fassent? Qu'ils rejoignent Daesh? Alexis Kalambri, la situation en Tunisie, exactement la même chose qu'en 2011, avant le départ de Ben Ali. En tout cas, c'est ce que pensent ces manifestants que nous venons d'écouter. Oui, on l'a toujours dit, il y a une bombe sociale que constitue la jeunesse. Et effectivement, c'est des questions d'emploi et de problématiques jeunes qui ont amené la révolution qui a fait partir Ben Ali. Effectivement, vous voyez que les questions qui ont été posées ne sont pas réglées et ça amène tout le reste. Monsieur le ministre, vous la voyez comment, cette situation en Tunisie? Et pour rebondir sur ce que Alexis vient de dire, en fait, les problèmes sont plutôt d'ordre économique. La situation en Tunisie, c'est la situation qu'on vit partout en Afrique, dans tous nos pays, aussi bien dans le Maghreb que le sud du Sahara. Si les gouvernements ne trouvent pas des solutions à la question de l'emploi, il est évident que les questions sécuritaires qui se posent après ne seront qu'une conséquence. Ok, pour ce premier tour de table, Madame Cham. Alors, je pense qu'il y avait deux choses. C'est vrai que la révolution tunisienne est partie de Sidi Bouzid et que ça, c'était une espèce de révolte contre la mal-vie. Mais il y avait aussi toutes les revendications pour les libertés fondamentales. Et je crois que sur ce plan, la Tunisie, effectivement, a fait beaucoup de progrès. C'est la raison pour laquelle, cette année, le quartet a eu le prix Nobel. Il y a des avancées démocratiques certaines, mais la situation économique, elle, n'a pas bougé. Au contraire, il semble que ça a empiré. Mais c'est peut-être à mettre sur le compte, effectivement, du fait que c'est très, très difficile de trouver la solution à un problème structurel durant une transition, et je crois que la Tunisie est en transition. C'est Daniel. Ça a commencé avec des mégaphones. Aujourd'hui, ça fait du méga-flop. Mon point de vue, c'est que la révolution n'a jamais été une démocratie. Ça peut conduire vers la démocratie. Là, il y a toujours une période d'euphorie, et puis après, vous avez la réalité. La réalité économique. Ce qui disait ce jeune-là, c'est devant un leader politique, devant un leader religieux, vous ne pouvez pas avoir de réponse. Donc, faire une révolution, c'est bien, mais il y a tout de suite le processus qui suit, c'est-à-dire la transition qu'il y a après cette révolution. Et de ce point de vue, je pense que les Tunisiens n'ont pas réussi. Oui, Alexis Kalambri. Non, la Tunisie, c'est vrai, l'autre a dit, si les jeunes n'ont pas d'alternative, ils vont aller vers Daesh. Mais effectivement, il faut voir que ce qui était constant sous Ben Ali, c'est que le pays était maîtrisé, il y avait une relative sécurité. Et ça permettait, la Tunisie tire une grande partie de ses ressources du tourisme. Et les touristes ne viennent plus, ça exacerbe ce phénomène de chômage. Donc, je pense que tout cela fait que, à ce niveau, les jeunes ne voient pas trop de perspectives. Oui, Adam Cham, est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que les débats d'idéologie ont beaucoup pris le dessus? On a oublié que c'était une révolution qui provenait de l'intérieur de Sidi Bouzid. On a
un peu oublié les préoccupations du peuple, des jeunes notamment, ou vous pensez tout simplement que c'est de l'impatience? Non, c'est pas de l'impatience, parce qu'en fait, un jour de plus, pour la jeunesse tunisienne, c'est un jour de trop. Ce problème a commencé depuis plusieurs années, mais c'était avant l'équipe actuelle. Donc, mais c'est pas de l'impatience. Et vous avez raison. Je pense que le ventre est beaucoup plus important que le leadership tunisien n'a semblé le mesurer, ou s'il l'a mesuré, en tout cas, il n'a pas pour l'instant fourni les réponses qu'il faut. Et c'est de notoriété publique qu'il y a deux Tunisie. La Tunisie des villes, avec Tunis comme vitrine, et la Tunisie de l'intérieur, qui est abandonnée à elle et qui ne reçoit que les discours djihadistes. Donc il y a une cassure profonde dans la société tunisienne et que le chômage aggrave. Et la cassure est encore aggravée par ce que Alexis a dit, c'est-à-dire le blocage de l'industrie tunisienne dû effectivement à la question sécuritaire en Tunisie et autour de la Tunisie, principalement dans un pays comme la Libye. Ils ont quand même été un peu, je voulais dire qu'ils ont quand même été débordés. Vous savez que la Tunisie est un modèle en matière de... Bourguiba a réussi quelque chose, c'est l'éducation. Parce que si vous voulez développer votre pays, vous avez les indices, vous avez la politique économique, mais de l'autre côté, de manière concomitante, il faut assurer l'éducation, une adéquation entre la formation et l'emploi. Ils avaient réussi à ce moment. Mais je pense qu'il y a aussi la démographie. C'est-à-dire que lorsque vous avez même un taux de croissance à 2 chiffres, quand vous enlevez de ce taux de croissance la démographie et l'inflation, il ne reste plus rien du tout. Le problème est économique, mais de ce que je voulais ajouter pour terminer, c'est que pendant tout le processus démocratique qui a conduit aux élections libres, vous avez eu des partis religieux qui se sont appuyés, disons les choses clairement, sur la religion, mais rien que pour faire du bétail électoral, c'est-à-dire pour avoir du monde derrière lui. Si bien que les gens ont été très rapidement déçus. Le problème est économique, mais en même temps, il y a d'autres raisons qui expliquent le marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ça me plaît bien parce que ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas contredit Serge. J'ai grand plaisir à le faire. C'est-à-dire que la Tunisie passe pour un des pays qui ont le plus réussi leur transition démographique. Et donc, ce problème se pose beaucoup plus pour les autres pays africains que pour la Tunisie. Je crois que, dans le fond, ce qui se passe en Tunisie, c'est qu'ils n'ont pas eu une économie de redistribution de Bourguiba à Ben Ali en passant par cette équipe. Et je ne crois pas vraiment que l'actuelle équipe pêche par manque de volonté. Je crois que l'actuelle équipe pêche simplement parce que la masse critique de ceux qui chôment aujourd'hui est atteinte et c'est extrêmement difficile à résorber. Et je pense qu'elle pêche aussi un peu par un discours réaliste. Par exemple, ce que le Premier ministre a dit, nous n'avons pas de baguette magique. Je crois qu'on ne dit pas ça devant une jeunesse qui est en colère et dont la colère est légitime. M. Sangaré qui va ajouter quelque chose? Oui, c'est qu'en fait, il y a un souci dans le cas tunisien. Parce que il y a 10 ans, tout le monde disait que la Tunisie était une réussite totale sur le plan économique, au niveau de l'éducation, il y avait des élites. Structurellement, ils étaient bien partis. Et alors la demande démocratique qui est issue de la révolution remettait en cause un mode de gouvernance. Mais pour moi, il n'y avait pas de problème économique en tant que tel. Peut-être que ce que Adam dit, effectivement, peut-être qu'il y a eu un problème de redistribution des richesses. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les choses aient fondamentalement changé structurellement en Tunisie. Je pense qu'avec le temps, ils trouveront les ressorts pour s'en sortir. Parce que le discours des islamistes, bon, c'est pas un vrai projet politique. Et puis, il n'apporterait rien sur le plan économique, qui n'existait déjà même du temps de Ben Ali. Ok. Par rapport à ce printemps arabe, il y avait l'Égypte, Bahreïn, Yémen, mais on va se focaliser un peu sur la Libye, qui nous concerne en tant que Sahélien. Alexis Kalambri, on parle d'un gouvernement dit d'union nationale. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que la Libye est finalement de retour avec ce gouvernement d'union nationale? Oui, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas prendre tout de suite. Il y a... on a laissé trop de temps aux mouvements islamistes, aux groupes paramilitaires qui
ont pris vraiment leurs racines, qui ont créé des mouvements, des intérêts économiques qui ne peuvent pas abandonner tout de suite. Mais si vous regardez effectivement les deux gouvernements, chacun, à la limite, est adossé à des mouvements islamistes, à des intérêts économiques qui font que, fondamentalement, on ne voit pas de divergence d'idéologie entre les deux, mais puisque c'est des intérêts économiques et des questions de leadership qui les séparaient, il faut vraiment du temps pour parvenir à ressoudre les morceaux. Et c'est ce dont on parle, un gouvernement 32 noms, 3 groupes ethniques, 20 tribus, 3 provinces et 2 entités politiques rivales à contenter. Ça paraît quasi... ça va pas durer longtemps. Ça sera un orage, mais un orage d'été. Je pense que c'est un peu du pipeau, si vous permettez de cette expression brutale. Les causes profondes sont là. Vous avez vu comment ce pays a été détruit, mais totalement détruit. Le véritable problème aujourd'hui, il y a 2 problèmes. Vous avez les différents groupes islamistes dont parlait Alexis tout à l'heure, qui contrôlent en fait le pays, qui ont la réalité du pouvoir dans le pays parce qu'ils ont les armes. Ça, c'est la deuxième chose, c'est posons-nous la question de savoir qui sont ceux qui contrôlent aujourd'hui les puits de pétrole dans ce pays-là. Et là, si vous avez les réponses à ces 2 questions, à mon avis, vous aurez une solution. Mais ce gouvernement d'union nationale, à mon avis, ne va pas durer longtemps. Ce sera prématuré, Adam, d'avoir une Libya is back avec ce gouvernement d'union. Oui, je pense que ce serait prématuré. Ceci dit, vous avez raison de poser la question, est-ce que ce gouvernement d'union nationale dont la Libye a besoin? Je pense, on ne sait pas. Mais sans gouvernement d'union nationale, la Libye, à l'heure d'aujourd'hui, ne peut pas s'en sortir. C'est un pays qui a éclaté en 1000 morceaux, qui est revenu sous la férule des tribus, ce que Kadhafi avait réussi à juguler. C'est un pays dont l'infrastructure est aujourd'hui aux mains d'une puissance terroriste comme Daesh, qui ne cherche pas forcément à exploiter le pétrole, mais et qu'on a vu à l'œuvre, elle est en train de détruire le potentiel de production de la Libye. Et je ne sais pas si effectivement il est possible que ce gouvernement prenne. Mais ils ont tout fait, et donc ils ont amené les tribus, ils ont amené les milices. C'est un gouvernement de 32 membres, contrairement aux 10 qui étaient demandés. Le Parlement, qui était contre tous les pourparlers, maintenant est en train de rallier. Peut-être c'est un bon départ, essayons voir. M. Sangaré. Écoute, moi je serais un peu plus optimiste, parce que, comme dirait Adam, sans gouvernement, je pense que la Libye a déjà payé un cher tribut à tout ça. Toutes les infrastructures, toute la vie sociale est par terre. Je veux dire, on veut bien gouverner un pays, mais on le gouverne pour qui? C'est la question qu'on se pose. Toute cette souffrance-là, quand on la voit, malgré tout ce qu'on a dit sur Kadhafi, je veux dire, c'est un peu désolant. Donc j'ai bon espoir que, sous l'égide des Nations Unies, que ces gens puissent parvenir à une certaine accalmie et puis permettre à la Libye de repartir. Oui, Alexis Calambri, on a vu la chef de la diplomatie de l'Union européenne prendre des initiatives et être à Tunis. Elle a même dit, quand elle est venue en Libye, dire que l'Union européenne est venue pour vous aider. Après ce qui s'est passé, après l'alliance franco-britannique, est-ce que c'est pas un peu provoque? Après tout ce qui s'est passé, qu'elle vienne dire qu'ils sont venus c'est vrai, pour on a vu Madame Mongini, Frédérica Mongini faire effectivement des déclarations, mais j'ai trouvé qu'elle n'est pas allée au-delà, ou du moins elle n'a pas approfondi disons les réflexions. C'est vrai que c'est un problème beaucoup posé au départ par la France, membre de l'Union européenne, mais on fausserait la lecture et la recherche de solutions si on ne prend pas en compte, disons, la problématique djihadiste. Vous savez, Daesh dit la Libye est le territoire qu'il nous faut. Effectivement, c'est devenu la base de repli de tout le monde. Dit la Libye a l'avantage d'être ouvert sur l'océan, sur le désert, d'être un pays de montagne avec 6 frontières avec des États. Donc, tous ceux qui disparaissent se retrouvent en Libye et ça ne facilite pas les choses. Donc, tant qu'on n'allie pas cette lutte contre le djihadisme avec disons la recherche diplomatique, je pense que ça n'ira pas loin.
Oui, oui, justement, si moi je suis pessimiste, et c'est justement à cause de cette donne sécuritaire. C'est-à-dire que quand vous avez l'Union européenne qui, par exemple, dit bon, nous allons vous aider, qui facilite la formation, la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale, et au même moment, cette Union européenne est incapable de dire voilà sur le plan sécuritaire ce que nous vous proposons comme aide. Tant qu'il n'y aura pas ça, je ne vois pas comment le gouvernement pourra circuler, je ne vois pas comment l'école va reprendre, je ne vois pas comment les services sociaux de base vont être à nouveau animés. Je ne vois pas comment ce pays peut se développer sans lutte efficace contre le terrorisme qui est aujourd'hui quand même dans ce pays, ceux qui sont rois là-bas, ce sont quand même les terroristes. Ils contrôlent les routes, ils contrôlent les localités. Et je ne vois pas comment ce gouvernement peut avoir une autorité sur tout le territoire national. Aram Thiam, heureusement qu'il y a le verrou nigérien qui est là entre beaucoup de pays du Sahel et la Libye. Est-ce à dire que ce qui empêche les Burkinabés, les Maliens de dormir aujourd'hui, pour l'éradiquer à la racine, il faut aller jusqu'en Libye, il faut prendre au sérieux la donne à ce niveau-là? Oui, je crois que sans ce que nous avons aujourd'hui comme opération Barkhane et le verrou nigérien, oui, la situation sécuritaire au Sahel serait beaucoup plus grave. Je pense que le Niger est un verrou non pas forcément contre Daesh qui opère en Libye, mais contre Boko Haram, dont l'avancée occidentale, effectivement, pourrait faire une jonction avec le Sahel malien. C'est là que c'est important, effectivement, de croiser les doigts sur ce qui se passe présentement au Niger. Monsieur le ministre, ces mots là-dessus, avant de clore ce chapitre. La question de Daesh est une question à plusieurs dimensions. Je veux dire, aujourd'hui, tout ce qui se passe de par le monde au-delà de la Libye, voire le cas en Syrie, en Irak, j'ai cru lire quelque part que ces deux groupes qui existent, qui dirigent la Libye, sont soutenus par des forces politiques en Orient. Donc la discussion, le débat ne peut pas se faire sans eux. Je suis d'accord avec l'aspect sécuritaire de la chose, mais je pense que le règlement, il est d'abord politique. Le départ de Kadhafi n'a pas été suivi d'un vrai projet politique. Les gens n'ont réfléchi à rien. Il faut que Kadhafi parte, il est parti et c'est le trou. Donc aujourd'hui, je pense que, bon, au-delà, c'est vrai, des questions réellement sécuritaires et de la puissance terroriste de Daesh, il est important que le politique prenne les devants. Okay, que redoutent d'ailleurs, s'il vous plaît, ce que redoutent d'ailleurs certains chercheurs libyens, c'est que, en fait, Al-Qaïda, Daesh ne soit en train de chercher en Libye le califat, c'est-à-dire le territoire qu'il n'a pas pu consolider en Irak et en Libye. Et c'est dans cette logique qu'entre la destruction du potentiel de production, parce que le potentiel de production de la Libye détruit, la Libye n'intéressera personne, c'est-à-dire qu'il n'y aura presque pas de coalition internationale. Donc c'est une colonisation de peuplement que Daesh peut-être est en train d'entreprendre en Libye. Ok, deuxième thème de l'émission, l'armée malienne a commémoré mercredi dernier ses 55 ans d'existence. Pour l'occasion, un défilé militaire a été organisé sur la place d'armes de Kati, une cérémonie présidée par le chef de l'État, chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keïta, que nous écoutons ici à l'issue du défilé militaire. Tout le monde m'a vu applaudir quand notre Mi-24 est passé. Et je crois qu'il était temps que nous ayons au moins un hélicoptère. Et nous avons aujourd'hui le bonheur de voir voler. Et je peux dire aussi que c'est un hélicoptère armé. Donc cela est très très heureux. Ce sera dissuasif. Nous avons également le bonheur aujourd'hui d'avoir notre Basler avion de transport qui également est désormais au point. Et c'est ce Basler qui a évacué il y a 2 jours des blessés de Gundam, piloté par le commandant de l'armée de l'air lui-même. C'est vous dire qu'il y a de quoi se réjouir de cette renaissance progressive, mais qu'on ne se gosse pas de nous, qu'on ne nous raille pas. Je crois que toute chose a un début. L'état où était l'armée malienne et où elle est aujourd'hui, c'est l'armée malienne, rejoue le cœur.
Voilà, Serge Daniel, le chef de l'État est un véritable chef suprême des armées. Il s'y connaît en aérien, le Mi-24, l'hélicoptère armé, le Basler, il s'y connaît. Oui, mais vous faites bien de dire que c'est le chef suprême des armées, parce que sinon, on aurait pu le poursuivre pour divulgation de secrets militaires. Puisque généralement, dès que je rentre dans ce genre de détails ici, Adam me dit, tais-toi, c'est un secret militaire. Bon. Non, le MiG a volé. Enfin, l'hélico a volé, tout le monde l'a vu. On n'a pas besoin de donner les distinctions, tu laisses les gens deviner. Bon, bref, ça c'était pour la boutade. Non, mais il est en reconstruction, cette armée, ça c'est évident. Et je pense que c'est là où il faut faire un clin d'œil aux actuels responsables du ministère de la Défense. Ça bouge sur le terrain, il y a des choses qui se font. Je pense qu'on n'a pas encore atteint totalement le top niveau, si vous permettez cette expression, mais c'est une armée qui est en reconstruction. Si vous suivez ce qui se passe sur le terrain, il y a des opérations qui se mènent. Oui. Comme depuis 2013, les fêtes de 20 janvier, souvent, on se demande quelle fête de 20 janvier, si on revient à l'origine de la symbolique, quand même, depuis 2013, on a MINUSMA au Mali, on a Barkhane, on a EUCAP, Sahel. Peut-être ça dénote des défis, les défis de l'armée Adam Cham. Oui, non, absolument, absolument. Et puis, il faut même aller plus loin que 2013. Vous avez vu ici le 50e anniversaire de l'indépendance du Mali. Nous avons vu une armée qui défilait, tout le monde applaudit, etc. Mais on a vu après, en 2012, avec les reculs successifs de l'armée, qu'il y a une différence entre savoir faire des défilés et savoir élever des défis. Et je pense que c'est la question qui nous taraudait l'esprit en 2012 vaut encore. Si on écoute, par exemple, le discours, le message de vœux du chef d'état-major de Didier Dako cette année au président, on voit effectivement qu'il y a encore d'énormes défis qui doivent être relevés. Par exemple, 2015 a été très très lourd en termes de bilan pour l'armée, 82 morts, 126 blessés, 13 véhicules détruits, 13 véhicules emportés, 3 otages. C'est beaucoup. Mais nous ne sommes plus dans la situation où effectivement, je crois, et ça c'est bon, où l'armée était dans une stratégie de recul dit tactique. Et je crois que la loi de programmation telle qu'elle a été votée, est effectivement le point de départ pour la renaissance d'une armée. Mais il y a à ce moment un grand défi, le défi de gouvernance, donc la gestion la plus rigoureuse possible de ces ressources. Et je crois que si ça s'est fait, il n'y a aucune raison, c'est pas une fatalité. Notre armée peut être une armée aussi forte que celle du Niger. Oui, une armée du XXIe siècle. Monsieur Sangaré, sur ces défis-là. Écoutez, je pense que l'armée malienne était à l'image de notre pays. Nous avons vécu des événements très très graves et douloureux il y a quelques années. Et tout le monde en a pris conscience. Comme Adam vient de le souligner, nous étions tous fiers lors du défilé du 50e anniversaire avec toute cette démonstration en pensant qu'il y avait toute la stratégie et les ressources humaines derrière pour faire face à une attaque quelconque. Bon, mais aujourd'hui, les efforts qui sont menés par le gouvernement sont à saluer. Et effectivement, le défi de gouvernance qui va gérer tout ça dans la durée, il est important que les uns et les autres prennent tout ça au sérieux pour bâtir une armée qui, dans la durée, tienne et qui puisse faire face aux défis auxquels notre pays peut être confronté. Alexis Calambri. Tous ceux qui ont checké l'armée malienne ont dit nous avons un problème d'effectifs, nous avons un problème surtout de gouvernance. Effectivement, même avec le recul, quand vous entendez les sommes qui étaient votées et mises à la disposition de l'armée, il y a franchement de quoi tenir une armée avec. Mais il y a eu des problèmes de gouvernance. Donc, la loi de programmation militaire qui est assez nouvelle et révolutionnaire en certaines de ses dispositions, mais encore une fois, ça ne vaudra pas grand-chose si on ne met pas en place ce mécanisme qui permet au moins un contrôle, qui permet de savoir que si on a prévu tant pour la troupe sur le terrain, que ça soit effectivement fait.
quand vous discutez avec les hommes de troupe qui n'ont pas droit à la parole, vous entendez beaucoup de ressentiments et ce n'est pas bon quand le moral des troupes n'est pas au top. Ouais, mais Serge, cette fête de l'armée a été entachée, endeuillée par les événements qui sont survenus dans le delta intérieur, à Mopti, les 3 gendarmes qui ont été tués, et même aussi à Massina. Et là, la menace aujourd'hui, plus que jamais, elle se concentre au centre du pays, au centre du Mali. C'est l'un des défis aussi. Ça, c'est le sentiment, et c'est ce que je voulais dire par rapport à l'armée. C'est-à-dire que vous avez une armée classique qui peut se battre contre des ennemis, mais des ennemis visibles selon des lois internationales. Mais le problème aujourd'hui au Mali, ce n'est pas ce type d'armée qui peut vaincre une situation, qui peut vaincre l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? Vous avez 2-3 personnes, des terroristes. Vous parlez des gendarmes, quel que soit, ils ont été tués par des terroristes. C'est un acte terroriste. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Vous avez 2 ou 3 personnes qui se cachent derrière un arbre et qui attendent l'arrivée de certains gens d'hommes en uniforme et qui tuent les gens. Et donc il faut qu'on puisse aussi avoir dans notre système de défense une structure ou une troupe d'élite capable de lutter contre ces gens-là. Et ça, c'est quand même intéressant, c'est quand même important. Si vous prenez ces 3 gendarmes, ils étaient à une 60aine de kilomètres de Mopti, il faut traverser le fleuve, de l'autre côté, c'est pas vivable, c'est difficile, ils sont isolés, donc il n'y a pas de dispositif de renfort pour aller tout de suite à leur rencontre, puisqu'il a même fallu attendre le lendemain matin pour aller chercher les corps, parce qu'on ne pouvait pas la nuit. Donc il y a ce dispositif, à mon avis, qui manque au sein de l'armée malienne. Ok, Adam Cham. Oui, non, mais ici comme ailleurs, je pense qu'il faut s'y attendre. Des soldats, des gendarmes, des policiers vont tomber. Parce que Serge vient de le dire, des fois c'est des embuscades, des fois la plupart du temps c'est des gestes lâches, n'est-ce pas, qui fauchent la vie des gens. Mais ça veut dire simplement que nous sommes devant un nouveau paradigme, que l'ancienne menace sécuritaire n'est plus celle que nous avons. Et à ce sujet, moi j'aimerais effectivement voir si la loi de programmation militaire a tenu compte de cela. Parce que peut-être ce n'est pas le nombre de chars qui constitue la réponse, mais c'est peut-être effectivement des moyens judicieux et pertinents investis dans le renseignement, les moyens judicieux et pertinents investis dans une logique de sécurité collective où les citoyens, les policiers, les gendarmes, etc. Sont les acteurs et les bénéficiaires de la sécurité. Mais cela ne se passe que si effectivement les forces de sécurité dans nos villages, dans nos régions, etc., ne sont pas vues comme des forces d'occupation, ce qu'ils ont quand même été pendant longtemps. Il n'y a pas de partenariat possible entre elles et les populations si les populations les considèrent effectivement comme des adversaires. Ok, c'est là, oui. Effectivement, de moins en moins, les conflits vont être conventionnels. Donc, non conventionnels. Pas conventionnel. De moins en moins. Okay. Donc, ça va être de moins en moins conventionnel. Donc, il y a effectivement à mettre l'accent sur d'abord la réactivité et également sur le renseignement. Donc, on espère que les formations dispensées par EITM et ECAP prennent ces aspects-là en compte. Justement, UTM et CAP, Monsieur le ministre, tout cela intervient dans un contexte où il y a quelques jours, le chef de la diplomatie avait plaidé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour un retrait progressif des casques bleus de la MINUSMA. C'est prématuré selon vous? Quand même, le Malien lambda, beaucoup de citoyens pensent que les casques bleus n'ont plus la raison de rester, puisqu'on assiste à des attaques, le décompte macabre, il est quotidien. Donc pour le citoyen lambda, la MINUSMA n'a plus rien à faire au Mali. Cette question qui se pose, en fait, tous les jours, nous comptons des morts. La guerre. C'est la question de l'ancien ministre. Oui, la guerre a changé. C'est l'expert en énergie. Énergie militaire. Exactement. La guerre a changé de mode opératoire. Il y a toujours des pertes en vies humaines. Le Malien lambda, comme vous dites, observe le fonctionnement de la MINUSMA. Et les gens se posent la question de savoir exactement ce qu'ils font.
Mais comme vous parlez de EUTM et CAB, je pense que c'est plus le volet formation, assistance et tout le reste pour la remise à niveau des FAMA. Mais toujours est-il que c'est une question à poser. Dire, est-ce qu'il y a une programmation par rapport au départ de la MINUSMA, comment les choses évoluent, comment ils vont évoluer. Je pense qu'elle est légitime, qu'elle soit perçue comme étant aujourd'hui un peu prématurée. Ça aussi, c'est peut-être une autre vision de la chose, mais je pense que c'est une question à poser et qu'elle est légitime. Aram Cham, sur cette question-là qui était je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de communiquer comme ça à l'intérieur une mission dont le but n'était pas vraiment d'aller demander le retrait progressif de la MINUSMA. Ils ont évalué la présence de la MINUSMA au Mali et puis la plupart du temps dans ce genre d'opération il y a effectivement des plans de retrait, les scénarios, les différents scénarios. Et donc et là-dedans ce qu'on a essayé de demander c'est d'envisager aussi le scénario du retrait. Ce qui ne veut pas dire qu'on a demandé le départ de la MINUSMA. Et je pense honnêtement qu'à ce stade, demander simplement le départ du MINUSMA, demander le départ de Barkhane au motif que leur présence n'arrive pas à enrayer les attaques, démontre deux choses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas effectivement qu'il est impossible d'avoir zéro attaque, mais que la présence de ces forces doit encore être dissuasive. Ça, c'est la première chose que ça démontre. La deuxième chose que ça démontre, c'est simplement, ça peut démontrer simplement le désintérêt total du Sud pour ce qui se passe au Nord. C'est important, c'est-à-dire il a demandé d'envisager un retrait progressif. Ça, c'est le droit du Mali de le dire. Maintenant, il y a ce que vous dites et la réalité sur le terrain. L'autre chose, si vous prenez le président Déby du Tchad, à un moment, il en avait marre, il les a appelés, il dit « vous allez quitter chez moi ». Et il les a fait partir, si vous voulez. Il les a fait partir parce qu'il avait les moyens de sa politique. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali a les moyens de sa politique dans le Nord? Je ne crois pas. C'est-à-dire à 100% non. On a dit tout à l'heure, l'armée était plutôt en reconstruction, donc il faut peut-être attendre. Mais il a parlé plutôt, je me souviens très bien, de retrait progressif. En revanche, si vous permettez que je revienne en arrière, mais pas totalement, c'était à propos des forces non conventionnelles. Vous savez, dans ce pays, vous avez des forces spéciales au sein de services de renseignement, de la gendarmerie, de la police ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas, par exemple, en termes de lutte non conventionnelle, puisque eux, les terroristes, n'utilisent pas, ne jouent pas à la régulière, pourquoi on ne peut pas coordonner plutôt les actions, voyez-vous, de toutes ces forces, je me permettais de le dire, de toutes ces forces pour pouvoir combattre le terrorisme. Vous avez une institution qui s'appelle ici la présidence de la République. Vous avez une garde présidentielle qui est chargée de garder une institution, qui est chargée de garder un président. On peut former dans un pays comme le Mali des forces spéciales pour lutter contre le terrorisme. Ce terrorisme de type nouveau, c'est-à-dire vous pouvez avoir 1 millier de personnes, comme le RAID en France, etc., pour former les troupes pour lutter contre le terrorisme. Alexis, dans le secret défense déjà. Je m'étais alors. Le ministre d'ailleurs c'est très politique en ne répondant pas. Toujours été politique. Non, si disons, si il s'agissait de demander le départ de Barkhane, vous allez voir que ça allait susciter un tollé. Mais effectivement, dans l'opinion, on ne voit pas l'importance de la MINUSMA, aussi bien présente dissuasive qu'autre chose. Donc, je me pose la question, une fois en RDC, le gouvernement est parvenu à hausser le ton, à muscler le mandat de la MONUSCO. Ils sont parvenus à faire là-bas ce qu'au Mali, on ne parvient pas encore à faire. On n'est pas entendu. Je pense qu'il y a... je place cette demande dans ce cadre comme une volonté de dire où vous allez faire ce qu'on attend de vous, où on va vous faire partie. Il déménage déjà de l'hôtel de l'amitié, donc c'est déjà beaucoup. Oui. Donc vous voyez que ECAP et EUTM, c'est vraiment Union européenne. Mais MINUSMA, franchement, concentre toutes les récriminations. D'accord. Dernier thème de l'émission. L'ex-régiment de sécurité présidentielle fait encore parler de lui. Selon un communiqué de l'armée, un dépôt d'armes et de munitions près de Ouagadougou a été attaqué vendredi dernier par des éléments de l'ex-RSP. Une attaque qui intervient seulement une semaine après les attentats terroristes ayant frappé Ouagadougou. Alexis Kalambri, beaucoup ont fait le lien
entre cette attaque, cette sortie des éléments de l'ex-RSP avec des communications qui auraient été effectuées entre Ouaga et Abidjan, l'ex-RSP qui fait encore parler si vous voyez, c'était une troupe qui avait des privilèges. Et effectivement, ils sont à un niveau où, à la limite, c'est une guerre de survie. Je pense que la question aujourd'hui, question militaire, sécuritaire, ne peut être réglée que politiquement. On ne peut pas leur donner des privilèges autres que, disons, plus que le reste de l'armée. Mais si c'est vrai qu'ils ont des formations, qu'ils ont disons des potentiels et surtout avec la nouvelle donne sécuritaire, il est important de les avoir, d'avoir un œil sur eux et de leur aménager des couloirs mains. Le Burkina est un niveau où on n'a pas besoin d'avoir de conflits. Oui, Monsieur le ministre, comment expliquer que l'ex-RSP ait encore cette capacité de nuisance? Ça pourrait vraiment compromettre ce mandat qui vient de débuter, le mandat du nouveau président, la nouvelle ère que le Burkina est en train de connaître. Comme Serge disait, j'imagine que le RSP a bénéficié de beaucoup plus de choses en termes de formation, d'équipement, pour des fins de garder la sécurité du président Blaise Compaoré. Il le disait hors plateau. Aujourd'hui, je pense que c'est un faux débat. Pour moi, le Burkina a montré, en tout cas dans la sous-région, que c'était un pays qui était capable de régler un certain nombre de problèmes. Et qu'aujourd'hui, si c'est une question de survie, effectivement, c'est entre fils du Burkina qui doivent débattre la question. S'il s'agit de noyer les anciens éléments du RSP dans l'armée, ils trouveront toujours les moyens pour le faire. Mais remettre en cause tout ce qui vient d'être enclenché au niveau du Burkina en termes d'espérance démocratique, venant surtout de la jeunesse, je trouve que c'est vraiment peine perdue. Oui. Toute proportion gardée, ça me rappelle ça me rappelle ici pendant la transition ce qu'on a voulu faire des bérets rouges. Leur couper la tête en disant vous n'allez plus exister. Non, c'était ils sont vous avez très bien dit, vous avez trouvé des mots, vous avez choisi les mots qu'il faut. Le président Christian Kaboré. Si vous voyez le Premier ministre qu'il a nommé, vous voyez le profil du Premier ministre qu'il a nommé, vous voyez la ligne qu'il voulait suivre. C'est un économiste. Il a compris que le problème de son pays, c'est le développement. Et lui-même, il est ministre de la Défense. Mais reconnaissons qu'ils se sont un peu trompés. Enfin, ils ne se sont pas un peu trompés, mais ils sont devant un fait aujourd'hui, c'est que la donne sécuritaire, je ne dirais pas qu'il l'avait sous-estimée, mais la donne sécuritaire vient aujourd'hui avant la donne économique. Ouais. Donc ça, c'est important. Lorsque vous allez voir des militaires qui vont tenter de prendre des armes ou qui prennent des armes dans un camp militaire, et c'est pas du tout un sens de survie. C'est parce qu'il veut se battre. C'est parce qu'il veut semer le trouble. Et vous l'avez très bien dit, je pense que le Burkina Faso est un pays qui nous a montré la bonne voie il n'y a pas longtemps, et que ce pays va comprendre qu'on peut tout faire avec la baïonnette, sauf que ça soit là-dessus, et qu'il faut forcément, à mon avis, à un moment, discuter avec ces gens-là. Adam Cham, le timing procède peut-être du harcèlement, puisque c'était le vendredi, une semaine après les attaques sur Splendide et puis le Cappuccino. Oui, et ça fait partie des enchaînements un peu néfastes sur le Burkina, dont on saluait il y a pas longtemps, effectivement, le processus électoral, et avant le processus électoral, la grande vaillance devant les forces du RSP qui ont tenté le coup d'État. On avait le sentiment effectivement que le processus électoral achevait plus ou moins ce cycle d'instabilité, mais au contraire, peu de temps après l'investiture du président Kaboré, il y a l'attaque du Splendide, et puis on sait qu'en 2015, de toutes les manières, il y avait eu avant le Splendide, il y avait eu 4 attaques, et maintenant des éléments qui vont se servir au dépôt de munitions
on ne sait pas. J'aurais tendance à penser effectivement que le Burkina est en train effectivement de gagner le cercle des pays plus ou moins instables, qu'il est dans l'œil du cyclone, et que ce n'est bon ni pour lui, parce que c'est un jeune régime qui vient de s'installer et qui a des choses à prouver, ni pour les voisins, parce que c'est un pays sahélien. Ces problèmes vont venir donc accroître les problèmes du Sahel. Alexis Calambri, est-ce que la solution du problème au Burkina Faso, elle réside à l'interne, à Ouagadougou, ou bien faut-il aller la chercher au niveau de la lagune ébriée à Abidjan? Oui, en tout cas, la Côte d'Ivoire est importante dans le dispositif et dans le jeu. Comme je l'ai dit, le Burkina a un niveau où il ne peut pas se donner trop de privilèges, où il ne peut pas se permettre d'avoir deux fers au feu. Il y a disons, cette donne sécuritaire qui prend le pas sur l'aspect économique. Il y a que Blaise Compaoré qui a dirigé se trouve en Côte d'Ivoire. Il y a des ressentiments contre le régime ivoirien, mais il est évident qu'il faut impliquer tous ces gens dans la recherche de solutions. Et je pense que les politiques doivent expliquer aux populations, à la jeunesse, que pour les besoins de la sécurité et de la stabilité du Burkina, on a besoin de faire la paix, d'avoir le concours de tout le monde avant de faire face à d'autres réalités qui sont vraies. L'implication de Blaise et tout ce qu'on lui reproche, tout ce qu'on reproche peut-être aux autorités ivoiriennes, mais la priorité est sécuritaire et on a besoin de leur concours aujourd'hui. Monsieur le ministre, à un moment, il y avait l'excellence sur l'axe Abidjan-Ouagadougou. Est-ce qu'il faut peut-être rester dans ce canevas-là, puisque beaucoup lient ces deux pays-là, ou continuer sur la lancée que nous connaissons présentement? Vous savez, historiquement, ces deux pays sont liés. Hein. La Haute-Volta et la Basse-Volta, c'était le même pays. Même dans l'histoire politique des deux pays, il y a toujours eu une espèce de symbiose avant même que la communauté burkinabé soit installée en Côte d'Ivoire pour promouvoir l'agriculture. Café, cacao, tout le monde sait que c'est la main-d'œuvre vient du Burkina. Aujourd'hui, c'était aussi l'arrière-base de l'ex-rébellion. Après, moi je parle de la période du fouet. Okay. Et maintenant, la crise ivoirienne a cristallisé les positions. Comme vous dites, il y avait l'arrière-base de la rébellion était au Burkina. Aujourd'hui, les choses sont allées totalement à l'envers. C'est normal que, quelque part, quand dans une situation de chaos, que les uns et les autres soutiennent leur position. Je veux dire, c'est humain et ça peut se comprendre. Et aujourd'hui, comme je dis, le cas burkinabé est un cas d'école en Afrique de l'Ouest. Et la sagesse doit primer surtout. Malgré les couacs, les erreurs des uns et des autres, il est important que les politiques mettent ça en avant. En Afrique, nous ne pouvons plus nous permettre de passer du temps à gérer des crises. Les vrais problèmes qui se posent, ce sont les problèmes liés à la jeunesse, à l'emploi, au développement des infrastructures. Ce n'est pas de faire la guerre. Un jour de guerre, c'est toujours un jour de trop. Donc aujourd'hui, mettons la politique en avant. Les Africains fassent appel à la sagesse légendaire, discuter des vrais problèmes et puis circonscrire tout ça afin qu'on en sorte le plus rapidement possible. On a envie de conseiller aux Ivoiriens, aux Burkinabés de nommer le ministre médiateur. Les mots, il a choisi les mots, il a trouvé les mots. Vous avez 3 à 4 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais comment vous voulez qu'ils se battent? Personne n'a intérêt à ce que la crise s'en vienne. Je me souviens dans les années 80, si j'ai bonne mémoire à l'époque, pour parler des relations entre les deux pays, le Burkina, je crois, n'était pas à jour de cotisation aux Nations Unies. Il a été suspendu de vote, comme le Mali. Comme le Mali, maintenant. À l'époque, la Côte d'Ivoire, je crois, si ma mémoire est bonne, et la Côte d'Ivoire a payé pour le Burkina. Quelque chose comme ça. Il y a eu une histoire comme ça, pour montrer que vraiment, c'est deux poumons du même corps, si vous voulez. Donc, il faut espérer vraiment que la raison revienne très rapidement, le calme. Le Premier ministre ivoirien l'a dit de manière jolie à Davos. Il a dit c'est une tempête dans un verre d'eau. Pour le moment, on peut le dire. Mais il ne faut surtout pas
que ça déborde, parce que si ça déborde, le Mali va trinquer, le Mali qui trinque déjà, les autres pays voisins vont trinquer, l'économie de la sous-région va trinquer. Oui, Adam Cham. C'est-à-dire que le Premier ministre, à mon avis, il a tort de dire que c'était une tempête dans un verre d'eau. Parce que ce que le Burkina est en train de gérer, ce que l'équipe actuelle au pouvoir au Burkina est en train de gérer, c'est une espèce de compromis. Donc il y a une cohésion révolutionnaire qui exige effectivement qu'il aille au bout d'un dossier qui a commencé, et puis il y a la réelle politique qui s'impose à lui parce que la Côte d'Ivoire, de toutes les manières, est un voisin puissant. Et ce qu'on devrait souhaiter, c'est que Compaoré, moi j'ai du mal à croire que Compaoré est dans ça, parce que effectivement il devrait normalement avoir la sagesse de laisser le Burkina évoluer, il devrait avoir la sagesse de voir aboutir effectivement toutes les médiations qu'il a menées et qui étaient au nom de la paix. Je distingue entre Compaoré, qui est à l'exil après 27 ans, qui a joué et perdu, et Diendéré qui vivait au Burkina Faso, qui pouvait avoir des raisons objectives, des raisons sérieuses, effectivement, d'essayer de prendre la direction des affaires. Maintenant, je crois simplement que ce qui s'est passé, l'histoire des armes de la poudrière, on peut pas... Aucun pays ne peut jouer avec ça. C'est-à-dire que ces gens doivent être recherchés et punis avec la dernière vigueur. Mais je crois que entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ce qui doit se passer, c'est que l'État de la Côte d'Ivoire doit savoir que le Burkina veut tourner la page d'une époque et la Côte d'Ivoire a autre chose à faire que d'essayer de déstabiliser le Burkina. Et je pense que le Burkina simplement doit aussi cesser de regarder la Côte d'Ivoire comme simplement le pays qui le déstabilise. Entre les deux, il y a le travail des journalistes, n'est-ce pas? Donc, comment se fait-il que des informations qui sont quand même d'une grande sensibilité, si elles sont vraies, arrivent dans les rédactions, ça nourrit nos unes, mais ça jette de l'huile sur le feu comme on le voit depuis quelque temps. Effectivement. Et c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Alexis Kalambri, directeur de publication des Échos, Jean-Marie Idrissa Sangaré, expert en énergie, ancien ministre de la Communication du Mali, et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre débat du dimanche sur Africa Télévision.